Chapitre 17. Variation dans le rapport de grandeur entre la plus-value et la valeur de la force de travail. Nous avons vu que le rapport de grandeur entre la plus-value et le prix de la force de travail est déterminé par trois facteurs. Premièrement, la durée du travail ou sa grandeur extensive. Deuxièmement, son degré d'intensité suivant lequel différentes quantités de travail sont dépensées dans le même temps. Troisièmement, son degré de productivité, suivant lequel la même quantité de travail rend dans le même temps différentes quantités de produits. Des combinaisons très diverses auront évidemment lieu selon que l'un de ces trois facteurs est constant, c'est-à-dire ne change pas de grandeur, et les deux autres variables, c'est-à-dire changent de grandeur, ou que ces deux facteurs sont constants et un seul variable, ou enfin que tous les trois soient variables à la fois. Ces combinaisons seront encore multipliées et si le changement simultané dans la grandeur de différents facteurs ne se fait pas dans le même sens. L'un peut augmenter tandis que l'autre diminue, ou pas dans la même mesure. L'un peut augmenter plus vite que l'autre, etc. Nous n'examinerons ici que les combinaisons principales. 1. Données, durée et intensité de travail constante, productivité variable. Ces conditions admises, nous obtenons les trois lois suivantes. Premièrement, la journée de travail d'une grandeur donnée produit toujours la même valeur, quelles que soient les variations dans la productivité du travail. Si une heure de travail d'intensité normale produit une valeur d'un demi-franc, une journée de 12 heures ne produira jamais qu'une valeur de 6 francs. Note 13. Si la productivité du travail augmente ou diminue, la même journée fournira plus ou moins de produits, et la valeur de 6 francs se distribuera ainsi sur plus ou moins de marchandises. Deuxièmement, la plus-value et la valeur de la force de travail varient en sens inverse l'une de l'autre. La plus-value varie dans le même sens que la productivité du travail, mais la valeur de la force de travail en sens opposé. Il est évident que des deux parties d'une grandeur constante, aucune ne peut augmenter sans que l'autre diminue, et aucune diminuer sans que l'autre augmente. Or, la journée de 12 heures produit toujours la même valeur, 6 francs par exemple, dont la plus-value forme une partie et l'équivalent de la force de travail l'autre, mettons 3 francs pour la première et 3 francs pour la seconde. Il est clair que la force de travail ne peut pas atteindre un prix de 4 francs sans que la plus-value soit réduite à 2 francs, et que la plus-value ne peut monter à 4 francs sans que la valeur de la force de travail tombe à 2. Dans ces circonstances, chaque variation dans la grandeur absolue, soit de la plus-value, soit de l'équivalent de la force ouvrière, présuppose donc une variation de leur grandeur relative ou proportionnelle. Il est impossible qu'elles augmentent ou diminuent toutes les deux simultanément. Toute variation dans la productivité du travail amène une variation en sens inverse dans la valeur de la force de travail. Si le surcroît de productivité permet de fournir en 4 heures la même masse de subsistance qui coûtait auparavant 6 heures, alors la valeur de la force ouvrière va tomber de 3 francs à 2. Mais elle va s'élever de 3 francs à 4, si une diminution de productivité exige 8 heures de travail, où il n'en fallait auparavant que 6. Enfin, comme valeur de la force de travail et plus-value changent de grandeur en sens inverse l'une de l'autre, il s'ensuit que l'augmentation de productivité, en diminuant la valeur de la force de travail, doit augmenter la plus-value, et que la diminution de productivité, en augmentant la valeur de la force de travail, doit diminuer la plus-value. En formulant cette loi, Ricardo a négligé un point important. Quoique la plus-value ou le surtravail et la valeur de la force de travail ou le travail nécessaire ne puissent changer de grandeur qu'en sens inverse, il ne s'ensuit pas qu'ils changent dans la même proportion. Si la valeur de la force de travail était de 4 francs ou le temps de travail nécessaire de 8 heures, la plus-value de 2 francs ou le surtravail de 4 heures, et que, par suite d'une augmentation de productivité, la valeur de la force de travail tombe à 3 francs ou le travail nécessaire à 6 heures, alors la plus-value montera à 3 francs ou le surtravail à 6 heures. Cette même quantité de 2 heures ou d'1 franc qui est ajoutée à une partie et retranchée de l'autre n'affecte pas la grandeur de chacune dans la même proportion. En même temps que la valeur de la force de travail ne tombe que de 4 francs à 3, c'est-à-dire d'un quart ou de 25%. La plus-value s'élève de 2 francs à 3, c'est-à-dire de moitié ou de 50%. En général, donner la longueur de la journée ainsi que sa division en deux parts, celle du travail nécessaire et celle du surtravail, l'accroissement proportionnel de la plus-value, due à une augmentation de productivité, sera d'autant plus grand que la part du surtravail était primitivement plus petite, et le décroissement proportionnel de la plus-value, due à une diminution de productivité, sera d'autant plus petit que la part du surtravail était primitivement plus grande.
Troisièmement, l'augmentation ou la diminution de la plus-value est toujours l'effet et jamais la cause de la diminution ou de l'augmentation parallèle de la valeur de la force de travail. Note 14. La journée de travail est de grandeur constante et rend constamment la même valeur qui se divise en équivalent de la force de travail et en plus-value. Chaque changement dans la grandeur de la plus-value est accompagné d'un changement inverse dans la valeur de la force de travail, et cette valeur, enfin, ne peut changer de grandeur qu'en conséquence d'une variation survenue dans la productivité du travail. Dans ces données, il est clair que c'est la variation de la productivité du travail qui, en premier lieu, fait augmenter ou diminuer la valeur de la force de travail, tandis que le mouvement ascendant ou descendant de celle-ci entraîne de son côté le mouvement de la plus-value en sens inverse. Tout changement dans le rapport de grandeur entre la plus-value et la valeur de la force de travail provient donc toujours d'un changement dans la grandeur absolue de celle-ci. Nous avons supposé que la journée de 12 heures produit une valeur totale de 6 francs, qui se divise en 4 francs, valeur de la force de travail, et en une plus-value de 2 francs. En d'autres termes, il y a 8 heures de travail nécessaires et 4 heures de surtravail. Que la productivité du travail vienne à doubler, alors l'ouvrier n'aura plus besoin que de la moitié du temps qu'il lui fallait jusque-là pour produire l'équivalent de sa subsistance quotidienne. Son travail nécessaire tombera de 8 heures à 4, et par là son surtravail s'élèvera de 4 heures à 8. De même, la valeur de sa force tombera de 4 francs à 2, et cette baisse fera monter la plus-value de 2 francs à 4. Néanmoins, cette loi d'après laquelle le prix de la force de travail est toujours réduit à sa valeur peut rencontrer des obstacles qui ne lui permettent de se réaliser que jusqu'à certaines limites. Le prix de la force de travail ne peut descendre qu'à 3 francs 80 centimes, 3 francs 40 centimes, 3 francs 20 centimes, etc., de sorte que la plus-value ne monte qu'à 2 francs 20 centimes, 2 francs 60 centimes, 2 francs 80 centimes, etc. Le degré de la baisse, dont la limite minima est 2 francs, nouvelle valeur de la force de travail, dépend du poids relatif que la pression du capital d'une part, la résistance de l'ouvrier de l'autre, jette dans la balance. La valeur de la force de travail est déterminée par la valeur des subsistances nécessaires à l'entretien de l'ouvrier, lesquelles changent de valeur suivant le degré de productivité du travail. Dans notre exemple, si malgré le doublement de la productivité du travail, la division de la journée en travail nécessaire et surtravail restait la même, l'ouvrier recevrait toujours 4 francs et le capitaliste 2. Mais chacune de ces sommes achèterait 2 fois plus de subsistance qu'auparavant. Bien que le prix de la force de travail fût resté invariable, il se serait élevé au-dessus de sa valeur. S'il tombait, non à la limite minima de sa nouvelle valeur de 2 francs, mais à 3 francs 80 centimes, 3 francs 40 centimes, 3 francs 20 centimes, etc., ce prix décroissant représenterait cependant une masse supérieure de subsistance. Avec un accroissement continuel dans la productivité du travail, le prix de la force de travail pourrait ainsi tomber de plus en plus, en même temps que les subsistances à la disposition de l'ouvrier continueraient à augmenter. Mais même dans ce cas, la baisse continuelle dans le prix de la force de travail, en amenant une hausse continuelle de la plus-value, élargirait l'abîme entre les conditions de vie du travailleur et du capitaliste. Note 15. Les 3 lois que nous venons de développer ont été rigoureusement formulées pour la première fois par Ricardo. Mais il commet l'erreur de faire des conditions particulières dans lesquelles elles sont vraies, les conditions générales et exclusives de la production capitaliste. Pour lui, la journée de travail ne change jamais de grandeur, ni le travail d'intensité, de sorte que la productivité du travail reste le seul facteur variable. Ce n'est pas tout. À l'instar de tous les autres économistes, il n'est jamais parvenu à analyser la plus-value en général, indépendamment de ses formes particulières, profit, rente foncière, etc. Il confond le taux de la plus-value avec le taux du profit et traite par conséquent celui-ci comme s'il exprimait directement le degré d'exploitation du travail. Nous avons déjà indiqué que le taux du profit est la proportion de la plus-value avec le total du capital avancé, tandis que le taux de la plus-value est la proportion de la plus-value avec la partie variable du capital avancé. Supposez qu'un capital de 500 livres sterling, grand C, se décompose en matières premières, instruments, etc., d'une valeur de 400 livres sterling, petit c, et en 100 livres sterling payés aux ouvriers, petit v, qu'en outre la plus-value, petit p, est de 100 livres sterling, alors le taux de la plus-value, petit p sur petit v, égale 100 livres sterling sur 100 livres sterling, égale 100%. Mais le taux du profit, petit p sur grand c, égale 100 livres sterling sur 500 livres sterling, égale 20%. À part cette différence de grandeur,
Il est évident que le taux du profit peut être affecté par des circonstances tout à fait étrangères au taux de la plus-value. Je démontrerai plus tard dans le 3e livre que, donné le taux de la plus-value, le taux du profit peut varier indéfiniment, et que, donné le taux du profit, il peut correspondre aux taux de plus-value les plus divers.